Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. Parmi les grands titres que nous développerons dans ce journal, quelle est la situation aujourd'hui en Italie? Il y a un an, le pays était considéré comme l'épicentre de la crise sanitaire en Europe. Hier, il est devenu le 7e pays au monde, le 2e en Europe à franchir le seuil des 100 000 morts. Nous retrouverons à Rome le correspondant de France Télévisions, Alban Micosi. Les retours de vacances sont très redoutés sur le front de l'épidémie de Covid-19. Le message de prudence et vigilance a-t-il été entendu après les congés de février? Avez-vous été nombreux à vous faire dépister? Reportage à suivre. Le Monaco Economic Board organisait aujourd'hui une conférence virtuelle sur la situation économique mondiale, un rendez-vous traditionnel avec la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour permettre aux membres du MEP de prendre le pouls des opportunités d'investissement en fonction des pays, mais aussi des secteurs. Le chef économiste de la COFAS, Julien Marcilly, sera notre deuxième invité et nous révélera les grandes tendances actuelles sur fond de crise. Nous reviendrons aussi sur la qualification de Monaco pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football après avoir battu Nice 2-0 et sur le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction du pianiste David Frey qui nous dira le bonheur qu'il a eu de pouvoir jouer et diriger l'orchestre à l'heure où cela n'est plus possible dans de nombreux pays. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, et Fabien Bonilla nous présenteront la prochaine projection du cycle Tout l'art du cinéma avec le film L'inconnu de Collegno, basé sur un fait divers qui avait défrayé la chronique en Italie dans les années 30. Mais je vous le disais donc en titre, coup de projecteur tout d'abord sur la situation en Italie, un an après le début de la crise qui l'avait lourdement touché, avant de nombreux autres pays européens. Avec nous, en duplex de Rome, le correspondant de France Télévisions. Bonsoir Alban Micosi. Bonsoir. Comment se porte l'Italie aujourd'hui? Cela diffère selon les régions peut-être aussi? Oui, c'est vrai, mais avant tout, eh bien, c'est une journée particulière parce que effectivement, ça fait pratiquement un an que la crise du coronavirus a commencé et l'Italie a franchi hier soir la barre symbolique des 100 000 morts. Alors, évidemment, il y a avant tout une très grande douleur. Quand on regarde les reportages des chaînes de télévision italiennes, c'est pour dire, voilà, ces 100 000 personnes, ces 100 000 personnes qui vivaient l'an dernier, 100 000 personnes qui étaient des proches, des amis, des Italiens. Et avant tout, c'est à eux que l'Italie pense aujourd'hui. À Rome, par exemple, comment vit-on? Il y a des restrictions sévères? La vie a repris son cours? Alors effectivement, en Italie, il y a un code de couleur qui va des régions blanches aux régions rouges. Rome est en zone jaune, on va dire 2 sur l'échelle de 5. Ça veut dire qu'à Rome, un certain nombre de choses sont possibles. Il est possible, par exemple, d'aller déjeuner au restaurant à Rome, il est possible d'aller prendre un café le matin, ça, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Les restaurants sont ouverts jusqu'à 18 heures. Il est possible d'aller dans les magasins, ils sont ouverts, les commerces, il y a un couvre-feu réel qui commence à 22 heures et à partir de 21 heures, tout est réellement fermé. Ça, c'est la situation des zones jaunes. La zone blanche, c'est la Sardaigne. En Sardaigne, théoriquement, vous pouvez même aller dîner au restaurant parce qu'actuellement, on est en zone blanche. Et puis, il y a des zones orange, orange foncé et rouge. Rouge, c'est une zone de confinement complet, telle qu'on l'a connue par exemple au printemps. Ça concerne notamment la région de l'Ombrie et la ville de Pérouse actuellement, qui sont en zone rouge, c'est-à-dire que les activités sont fermées, les écoles y sont fermées, il n'y a pas de bar, pas de restaurant. L'étau s'est donc desserré par endroits. On entend des rumeurs d'un possible confinement général. Elles sont avérées, ces rumeurs? Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis, on va dire, entre 3 semaines et un mois, les chiffres ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons en Italie comme ils ne sont pas bons dans le reste de l'Europe, mais on va dire qu'en Italie, il y a une augmentation de la tendance à la contamination. Par exemple, le fameux RT, le taux de reproduction du virus, a dépassé les 1 maintenant pour tout le territoire, à l'exception de la Sardaigne. Le taux de positivité, c'est-à-dire que lorsque vous faites des tests, combien reviennent positifs, qui étaient longtemps en dessous des 5, atteint maintenant les 7,5, quelquefois 8%. Donc oui, il y a une inquiétude en Italie et on prête au nouveau gouvernement et notamment au nouveau président du Conseil, Mario Draghi, l'intention de serrer la vis un coup assez fortement pour essayer d'ouvrir après Pâques, parce que cette politique de on maintient ouvert, finalement, elle facilite la circulation du virus. Et en réalité, l'économie italienne est en panne, par exemple, depuis un an, et on ne sent pas réellement d'amélioration.
L'Italie a été la première durement touchée en Europe. Elle a été montrée du doigt, elle a même été stigmatisée. Cela a laissé des traces psychologiques, diplomatiques même. Il y a eu un bras de fer avec l'Europe. Alors, c'est deux choses différentes, mais oui, quand vous dites que l'Italie a été montrée du doigt, c'est vraiment l'impression que les Italiens en ont, notamment dans le nord du pays. Vous savez, quand on parlait de la région de Bergame et qu'on constatait le nombre de décès considérable et qui ne faisait qu'augmenter, il y avait encore des médecins français qui disaient oui, mais c'est parce que c'est l'Italie n'est pas bien équipée, etc. etc. Mais c'est faux. Bergame, c'est une ville qui est très comparable à Grenoble. Et le centre hospitalier de Bergame, il est aussi compétent que le centre hospitalier de Grenoble. On n'est pas dans le tiers-monde. Et ça, les Italiens ont assez mal perçu d'avoir été montrés du doigt de la manière. Ils ont aussi mal perçu le manque de solidarité de l'Union européenne au départ. Parce qu'au départ, il y a un certain nombre de gens qui ont en gros laissé l'Italie avec ses problèmes. Chacun gardait ses masques, puisqu'à l'époque, c'était principalement les masques qui manquaient, les tests. Il n'y a pas eu de solidarité européenne dans un premier temps. Dans un second temps, il faut dire que la solidarité européenne est venue avec notamment ce plan de relance sans précédent en Europe, mais c'est vrai que l'Italie a eu l'impression à un moment d'être lâchée. Puis il faut dire une deuxième chose, c'est que tout ce que l'Italie a vécu, les autres pays l'ont vécu après, avec un petit décalage, une dizaine de jours au printemps dernier. Et finalement, l'expérience qui a été acquise en Italie, elle a profité à toute l'Europe. Et ça, les Italiens ont tendance à considérer que les voisins ne les ont pas beaucoup remerciés pour avoir été en quelque sorte en première ligne. Est-ce que l'économie italienne, avec notamment le tourisme qui est une source de revenus important, a les reins assez solides pour surpasser cette crise qui perdure? Alors clairement non. Le tourisme en Italie, c'est 15% de l'activité économique, mais en réalité c'est bien plus. 15%, c'est seulement l'apport des touristes étrangers. Et après, évidemment, il y a des Italiens qui voyagent en Italie. Or, actuellement, il est impossible de passer d'une région à l'autre. Réglementairement, on doit rester dans sa propre région. Il faut avoir un motif valable pour se rendre dans une autre région, soit un motif professionnel, soit un motif véritablement important. Sinon, vous restez dans votre région. Et effectivement, vous allez dans les grandes villes italiennes, je pense à Florence par exemple. Florence est une ville qui vit d'un tourisme culturel, artistique, de personnes souvent âgées qui viennent d'Europe principalement. Le tourisme à Florence, à 90%, n'existe plus. Les hôtels, on compte à Florence, il y a à peu près 500 hôtels, il en reste une dizaine d'ouverts, une dizaine sur 500. Ça veut dire clairement que l'économie italienne a été touchée de plein fouet et qu'elle aura de très très grandes difficultés à s'en remettre. Oui, c'est vrai. Et sur le front sanitaire, on parle de la vaccination notamment comme seule issue possible à la crise. Il y a les gestes barrières. Est-ce que les Italiens sont respectueux de toutes ces contraintes sanitaires? Alors, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Vous savez, on pense aux Italiens un peu qui prennent un peu des libertés avec les règles. Et en fait, c'est pas du tout ça. Les Italiens ont été très profondément meurtris, comme on a dit, par ce qui s'est passé l'an dernier et par le nombre de décès au printemps dernier, également par le nombre de décès, 100 000, encore une fois, constaté aujourd'hui. Il y a un grand respect des règles en Italie. Il y a cette volonté d'essayer d'obéir à la règle. Les gestes barrières sont bien compris, sont bien appliqués. Quant à la vaccination, on va dire qu'un peu comme partout en Europe, c'est parti assez moyennement. Notamment, il a assez vite manqué de vaccins. Alors, il y a un changement qui vient d'avoir lieu. Mario Draghi a nommé un général, un militaire, à la tête de la distribution du vaccin en Italie pour que, on va dire, la chaîne logistique fonctionne mieux. Alors, est-ce que ça va être suivi d'effet? On l'espère, enfin, les Italiens l'espèrent. Ce qui est sûr, c'est que le ministère de la Santé a annoncé que tous les Italiens qui le voulaient seraient vaccinés d'ici la fin de l'été. On verra bien s'ils y arrivent. En tout cas, c'est le défi que s'est lancé le gouvernement. Alban Micosi, correspondant de France Télévisions en Italie à Rome, merci pour ce témoignage sur la situation actuelle. Et certains d'entre vous, notamment les nombreux résidents italiens de Monaco, se sont peut-être rendus dans leur pays natal pendant les congés de février. D'autres avaient peut-être opté pour la montagne, mais pour tous, une recommandation avait été formulée, une invitation à se faire dépister, car on a pu constater par le passé l'augmentation du nombre de cas après chaque retour de vacances. Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni se sont rendus au centre de dépistage à l'espace Léo Ferré.
Plus de 5000 tests PCR et antigéniques ont été réalisés à l'espace Léo Ferré avec un taux de positivité de moins de 5% pratiqué sur résidents et non-résidents. Le gouvernement princier conseille fortement la population monégasque de se faire dépister en retour de vacances. Ces tests sont vraiment très importants parce qu'ils ont comme but d'éviter tout éventuel rebond épidémique. Puisqu'en effet, il est tout à fait possible d'être porteur du virus, bien qu'étant totalement asymptomatique. À l'espace Léo Ferré, nous réalisons environ 500 tests PCR par jour. Et sur ce total, plus de 150 représentent des retours de vacances, ce qui montre bien que la population et les travailleurs respectent les recommandations sanitaires du gouvernement. Le centre Léo Ferré est ouvert à tous les résidents, salariés et scolaires de Monaco. Pour se faire dépister, il vous suffit de vous rapprocher du centre d'appel Covid-19 afin d'obtenir un rendez-vous, mais vous pouvez également vous rendre au laboratoire de votre choix. Dépistage, respect des gestes barrières et vaccination sont présentés comme les clés indispensables pour espérer une sortie de crise. La vaccination qui avance à bon rythme. Un bilan d'étape a été rendu public. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, 8534, c'est le nombre de personnes ayant reçu la première injection à ce jour. 7359 rappels ont été administrés également. 22% de la population a ainsi été vaccinée. Comme chez nos voisins, les doses manquent et ne permettent donc pas de vacciner plus vite. Mais d'ici la fin de semaine, plus de 5000 doses du vaccin Pfizer sont attendues. AstraZeneca également devrait arriver en principauté. Et une précommande de 20 000 doses de Moderna a été passée. Le gouvernement souhaite avant tout sécuriser le rappel. Une fois que les aînés et les plus jeunes avec comorbidité ont été pris en charge, ce sera au tour des personnes âgées de 60 à 64 ans. À noter que 70% des personnes âgées de 75 ans et plus ont été vaccinées. Un nouveau partenariat pour les filiales de Monaco Télécom. Oui, il s'agit des filiales chypriotes et maltaises de l'opérateur monégasque dénommé Epic. Elles ont signé un partenariat stratégique avec Phoenix Towers International et prévoient ainsi l'acquisition de 100% des infrastructures passives des sites mobiles d'Epic dans les deux îles, soit 815 sites. Et un rendez-vous à noter. Oui, n'oubliez pas, demain mercredi sera diffusée en direct sur notre chaîne à 18 h la séance publique du Conseil national. À l'ordre du jour, une proposition de résolution pour accompagner l'État monégasque vers un modèle de sortie de crise Covid-19 sur les plans sanitaires, économiques et social dans l'union nationale et l'unité des institutions. L'économie mondiale est malmenée et soumise aux fluctuations qui accompagnent la crise sanitaire. Certains pays parviennent à tirer leur épingle du jeu, d'autres, à l'inverse, sont affaiblis. Pour répondre aux interrogations de ses membres, le Monaco Economic Board a invité aujourd'hui l'un des économistes de la COFAS à tenir une conférence virtuelle, à défaut de pouvoir, comme chaque année, venir s'entretenir avec les entrepreneurs monégasques pour les guider, notamment dans leur choix d'investissement. Julien Marcilly, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en plein cœur d'une crise dont l'ampleur et le caractère sont tout à fait inédits. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2020, effectivement, on a observé au niveau mondial la pire récession depuis la période que vous mentionniez. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les perspectives pour cette année sont quand même nettement meilleures. Vous allez me dire, ce n'est pas difficile. Mais c'est vrai qu'on observe quand même que la situation s'améliore dans un certain nombre de filières, de secteurs d'activité, notamment industriels, alors que de l'autre côté, beaucoup de secteurs dans les activités de services restent en sous-capacité et continuent d'avancer à vitesse réduite. La grande difficulté aujourd'hui pour les dirigeants internationaux, c'est qu'il faut maintenir un savant équilibre entre la santé, l'humain et l'économie. On n'est pas encore sorti de cette pandémie. Ça reste la principale épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, en tant que chefs d'entreprise. Et donc, dans ce climat incertain, on a tendance à reporter nos décisions de consommation, nos décisions d'investissement et d'avoir une position un peu plus attentiste. Donc, c'est pour ça qu'on table, nous, sur une année un peu en deux temps, avec toujours cette incertitude forte au cours de la première partie de l'année. Et puis, sans doute, à partir de l'été, une fois que la vaccination a été vraiment très bien enclenchée, une reprise sans doute plus franche.
Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? Y a-t-il des zones du monde qui s'en sortent mieux que d'autres? L'année dernière, une partie de l'Asie s'en est quand même mieux sortie que le reste. La Chine et quelques autres pays qui commercent beaucoup avec cette grande économie et qui sont aussi spécialisés dans des filières de l'électronique qui tirent leur épingle du jeu. Là, maintenant, la donne change un peu pour cette année 2021. C'est la course au vaccin qui prime. Et c'est vrai que les économies qui vont parvenir à faire vacciner une partie suffisante de leur population assez tôt pourront sortir plus tôt que les autres de ces mesures de restriction des mobilités. Donc, quelques économies comme Israël, les Émirats arabes unis font la course en tête. Ensuite viennent le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Union européenne est un peu en retard. Est-ce que le fait que de nombreux États aient lancé d'importants plans de relance pour soutenir les acteurs de leurs économies respectives, est-ce que cela ne risque pas de fausser un peu les choses lorsque l'on va débrancher en quelque sorte les perfusions? Est-ce que l'on peut s'attendre à un contre-coup? Complètement. Et ça a été le grand paradoxe de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on le disait, ça a été la pire récession mondiale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, il n'y a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprises. Et donc, le paradoxe, c'est qu'à mesure que la reprise au niveau macroéconomique devient de plus en plus franche, eh bien, il pourrait y avoir aussi davantage de faillites d'entreprises parce que, comme vous le disiez très justement, les entreprises, petit à petit, vont être de moins en moins sous perfusion. Donc, ce sera ça également qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention dans les mois et les trimestres à venir. Et lorsque vous vous adressez aux membres du MEB, du Monaco Economy Board, au final, quelles sont les vraies opportunités d'investissement en ce début 2021? Beaucoup de filières, notamment manufacturières, sont en reprise assez forte en ce début d'année. Dans l'énergie, dans la chimie, même le commerce international dans son ensemble repart plus fortement que ce qui était attendu il y a encore quelques mois. Donc tout ça est quand même de bon augure pour beaucoup d'entreprises qui exportent. Et le numérique, c'est un secteur qui a particulièrement bien tiré son épingle du jeu pendant cette crise? Plusieurs secteurs s'en sont bien tirés. Effectivement, beaucoup d'entreprises dans le secteur pharmaceutique. Idem, beaucoup de filières dans le secteur agricole et agroalimentaire ont aussi tiré leur épingle du jeu. Et puis, pas mal d'entreprises aussi dans les secteurs de l'électronique, parce qu'on achète davantage de biens pour la maison. Donc, c'est pour ça que c'est une reprise qui est très, très inégale, avec d'un côté des entreprises qui vont rester en sous-capacité, qui vont continuer d'avancer à vitesse réduite pendant encore pas mal de temps, et puis de l'autre, d'autres qui sont déjà en train d'avancer très vite. En conclusion, on a le devoir aussi de rester optimiste. Complètement. Encore une fois, on le voit depuis le début de cette année. On a quand même de bonnes surprises, au niveau économique et puis au niveau sanitaire, même s'il y a toujours énormément d'incertitudes quant au processus de vaccination, quant à l'évolution de la pandémie. On a quand même l'impression qu'on est plus proche de la fin et on le voit avec certains pays qui vaccinent assez rapidement. Julien Marcilly, chef économiste de Coface, merci pour cet éclairage sur la situation économique mondiale. Merci à vous. Alexandra Pani nous a rejoint pour évoquer les autres informations du jour et cette belle victoire tout d'abord pour les footballeurs monégasques 2-0 face à Nice. 2 buts qui ont permis aux Monégasques de l'emporter face à leurs voisins niçois en 16e de finale de la Coupe de France. 3 victoires en 3 derbys. Ouverture du score en première minute par Kevin Volland. C'est en 87e minute que le score final sera scellé avec la frappe de Ruben Aguilar. Au chapitre culturel, des reports à noter. Oui, Patricia, après un premier report l'an dernier, la tenue de la 66e édition du Bal de la Rose ne pourra être maintenue cette année non plus. Pour découvrir le thème Bollywood imaginé par Christian Louboutin, il faudra patienter jusqu'au 19 mars 2022. Des changements également pour le cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Effectivement, notez bien les modifications des 2 dernières conférences de la Fondation Prince Pierre.
Celle de Georges Vigarello, initialement prévue à Paris, se déroulera finalement le lundi 12 avril au Théâtre des Variétés ici à Monaco, autour du thème « Le renouvellement de l'hygiène avec le XXe siècle, les contributions du prince Albert Ier de Monaco ». Autre rendez-vous, la conférence de Sylvie Germain autour de l'acoustique de l'écriture est reportée au 17 mai, toujours au Théâtre des Variétés. C'est noté, Alexandra. Ce week-end, les mélomanes ont pu écouter l'Orchestre Philharmonique en concert à l'Auditorium Régnier 3. Une belle bouffée d'air pour le public, mais aussi pour les artistes qui savourent ce bonheur de pouvoir jouer alors qu'ailleurs, cela n'est plus possible depuis de longs mois. C'est un reportage de José Sacré et Serge Prémont. Soliste et chef d'orchestre du concert du 7 mars à l'Auditorium Régnier 3, David Frey a interprété le concerto numéro 24 de Mozart et les concertos numéro 1 et 4 de Jean-Sébastien Bach, un compositeur rarement inscrit au programme des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Beaucoup d'orchestres philharmoniques comme celui-ci peut-être hésitent aujourd'hui à jouer du Bach. Moi, je serais plutôt à les encourager parce que je pense que maintenant que cette révolution a eu lieu, on est au courant de toutes les avancées, de tous les apports importants qui ont été faits. Mais je crois qu'il est tout à fait possible aussi de jouer avec des instruments modernes, cette musique-là. Le style n'est pas qu'une affaire d'instruments, c'est une affaire d'articulation. Et le style n'est pas lié seulement à la sonorité. C'est plus complexe que ça, si vous voulez. Donc moi, je pense en plus que c'est un travail qui fait du bien à un orchestre. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est toutes les répétitions qu'on a eues cette semaine, parce que c'est peut-être la partie de mon travail que je préfère en fait. Tout le processus de création, d'interprétation, le travail avec les musiciens, les échanges, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc j'étais très heureux de la manière dont la semaine s'est déroulée avec l'orchestre ici. Comme le disait Proust, la musique, ça serait l'idée de ce langage qui serait la communication des âmes. C'est-à-dire indépendamment des langues, des différences de culture, elle parle à tout le monde. Et elle va du cœur au cœur, comme le disait là pour le coup Beethoven. Donc je pense que de ça, on ne doit pas se priver. Et de ça, vous ne vous privez pas à Monaco. Et je pense que vous avez fait preuve de votre grandeur d'âme en faisant continuer les concerts et en laissant ce bel orchestre continuer à jouer. Une idée de sortie pour le week-end prochain, les projections Tout l'art du cinéma de l'Institut audiovisuel. Le film L'inconnu de Collegno sera projeté samedi à 15 h au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous le présentent. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, c'est un film bien particulier, L'inconnu de Collegno. Vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que c'est un film particulier ? C'est un film réalisé par une jeune artiste qui est issue de l'école d'art du Fresnoy à Tourcoing, qui a vraiment un cursus autour de l'image, de la technologie de l'image et de la représentation. Et c'est vrai que ce film, qui est son vrai film, enfin son premier grand film au sens de la durée, est un film étrange puisqu'il s'interroge sur la question de la personnalité et de la mémoire. Ce qui n'est pas très fréquent dans le cinéma, si on veut bien qualifier ce film de cinéma. Il est un peu à la lisière entre le film d'art et le film de cinéma. C'est ça, donc c'est une artiste, mais qui réalise un film qui est basé sur une histoire vraie. Tout à fait. Collegno, l'histoire de Collegno est celle d'un homme qu'on découvre un jour sur une place en Italie, à Turin, et il est visiblement frappé d'amnésie. Il ne se rappelle plus qui il est, point de départ du film. Histoire qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la presse italienne à l'époque, c'était sous Mussolini. Et chacun avait grosso modo sa propre opinion. Mais oui, il s'agit d'un tel, bien sûr, je le connais, je le reconnais. Et puis d'autres partisans
d'une autre histoire. Non, non, mais pas du tout. C'est un tel. Et d'ailleurs, sa femme a témoigné. Voilà. Qui croire? Quelle est la vraie histoire? Et c'est ce qu'interroge ce film. Et c'est un film en partenariat avec le NMNM, le nouveau musée national de Monaco. Vous collaborez souvent ensemble? Au moins une fois par an sur ce label film d'artistes. Donc c'est souvent le nouveau musée qui propose justement des artistes qu'ils suivent depuis plusieurs années et nous propose en effet des films lorsque ce sont des artistes qui s'intéressent au cinéma ou de façon plus générale à la vidéo. Un mot sur la réalisatrice. Alors je ne sais pas si on dit réalisatrice ou artiste du coup, mais Mehder Fortuné. Qu'est-ce qui vous a plu dans sa réalisation? Comme je vous l'ai dit, elle arrive par le biais du cinéma, puisque disons que certains diront film d'art, moi j'aime bien le tirer du côté du cinéma. Elle se pose des vraies questions de mise en scène. On sent qu'elle a eu une formation autour de l'image, sans pour autant qu'on puisse y voir beaucoup de références. Ce n'est pas un film à référence, mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est quand un artiste, quand il rentre dans le champ du cinéma, s'interroge vraiment sur des questions de représentation. Et j'ajoute qu'on aura la chance d'avoir l'artiste pour la projection qui sera là pour nous expliquer son travail et échanger avec le public ce jour-là. Voilà, l'inconnu de Colegno. Merci Vincent Atrican. Merci Fabien. L'image seule ne peut rien. Vous avez besoin d'une légende qui l'accompagne. Tu es Giulio Canella. Tu es né le 5 décembre 1882 à Padoue. Tu es Mario Brunelli. Dans une famille d'aristocrates né à lettrés. Turin le 18 juillet Tu 1886. cherches à comprendre l'énigme du monde. Tu ne veux plus vivre dans le territoire de ton nom. Tu as perdu la connaissance de ton nom. L'inconnu de Colegno, samedi 13 mars donc à 15 h au Théâtre des Variétés. Nous allons prendre connaissance des prévisions météo pour la journée de mercredi. Qu'est-il prévu, Alexandra? Un retour franc du soleil, Patricia. Un léger voile nuageux sera à noter tout de même sur l'après-midi. Les températures seront de saison, fraîches le matin avec 6 degrés d'annoncé et 13 degrés au plus chaud de la journée. Le soleil se lèvera à 6h50 et se couchera à 18h30. Nous fêterons les Viviens. Ça sent décidément le printemps avec ces belles températures et ce soleil. Et qui dit printemps en approche dit retour des allergies pour certains. Demain, le docteur Marjorie Loriou, allergologue au centre hospitalier Princesse Grace, sera notre invitée. Elle nous distillera de précieux conseils. Et nous nous quittons sur des photos de circonstances, de belles photos de cette nature qui peut parfois nous jouer des tours au printemps. À demain 19 h, très belle soirée à tous.